L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les bases du langage R, bases qui nous serviront à la production de graphes. Donc il n'est pas question de vous donner un aperçu exhaustif du langage R, mais uniquement de vous montrer un certain nombre de points importants qui vont être mobilisés par la suite pour réaliser les graphes. Je suis dans mon environnement travail DataVis, sur mon premier script, script1.r. R en tant que langage orienté sur l'analyse statistique peut être utilisé pour réaliser un certain nombre de calculs. Et dans la réalisation de ces calculs, il mobilise un certain nombre d'opérateurs. Vous retrouvez évidemment tous les opérateurs arithmétiques de base. Donc si vous voulez réaliser une addition, il suffit de mettre le premier chiffre, le signe plus et le deuxième chiffre, ou le troisième, avec le signe plus qui les sépare, et puis d'exécuter la commande, et vous obtenez votre résultat. Vous pouvez également faire des soustractions, vous pouvez combiner les soustractions, les additions, vous pouvez jouer sur les parenthèses. R s'utilise très simplement comme une calculatrice. Vous pouvez également utiliser le signe multiplié. Alors le signe multiplié, c'est le même que dans Excel, hein, c'est l'étoile. Vous pouvez également diviser sans difficulté. Si vous vous intéressez à la division et que tout ce qui vous intéresse c'est la part entière de la division, vous pouvez même utiliser l'opérateur modulo qui prend la forme suivante sous R. Alors souvent pour les opérateurs un peu complexes, hein, on a ces doubles pourcents qui sont mobilisés. Nous verrons qu'il y en a d'autres qui seront utilisés plus tard. R est un langage orienté objet. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler avec R, vous allez créer un certain nombre d'objets et vous allez chercher à les combiner pour obtenir le résultat de votre programme. Et pour créer des objets, R utilise ce qu'on appelle des opérateurs d'assignation. En fait, sous R, vous avez 3 opérateurs d'assignation. Alors, en quoi ça consiste? L'opération d'assignation consiste à associer un nom à un objet. Une fois le nom assigné à l'objet, vous pouvez rappeler l'objet juste en utilisant son nom. Le premier opérateur d'assignation utilisé dans R, le plus utilisé, c'est la flèche pointant vers le nom de l'objet. Créons un objet, on va l'appeler X, on va lui assigner une valeur ici, et on pourrait avoir une autre forme d'objet, nous verrons plus tard. Donc pour obtenir ma flèche, je fais le signe inférieur à, le tiret du moins, donc j'ai ma flèche, là je vais lui donner la valeur 25. Et vous voyez, dans votre environnement, apparaît X et la valeur 25. Et si je veux obtenir ma valeur 25, je peux tout simplement taper X à la place et j'obtiens ma valeur 25. Alors on va en créer un deuxième avec une autre forme d'assignation, on va l'appeler Y, et on va utiliser le deuxième opérateur d'assignation utilisé dans R, qui est le signe égal. Et on va lui donner la valeur de 75. On a notre deuxième objet qui est introduit dans notre environnement, et on peut réaliser des opérations à partir des noms des objets, et non plus seulement à partir des valeurs. Donc par exemple, si je veux faire 25 plus 75, je peux faire X plus Y à la place, et j'obtiens 100. Je peux faire également Y divisé par X, et je vais obtenir 3. Le dernier opérateur d'assignation, en fait, ressemble beaucoup au premier, c'est l'inversion du premier. On va d'abord indiquer la valeur, alors on va mettre comme valeur le mot coucou, et puis on va faire partir notre flèche vers le nom qu'on assigne à l'objet. Je vais l'appeler oiseau, et vous voyez dans votre environnement, oiseau correspond à coucou. Et si je tape dans la console oiseau, j'obtiens coucou. Voilà pour les opérateurs d'assignation. Alors, évidemment, R utilise également des opérateurs logiques. Alors, le principe d'un opérateur logique, c'est de réaliser des comparaisons et de ressortir une valeur qui va être soit vraie, soit faux. Alors, parmi des opérateurs logiques, on a
tous les opérateurs mathématiques de comparaison. Inférieur à, inférieur ou égal à, différent de, supérieur à. Donc, par exemple, si je demande à R si Y est plus petit que X, il va me renvoyer la réponse qui est faux. Si j'indique Y différent, donc différent c'est point d'exclamation égal, X, cette fois-ci, il va m'envoyer la valeur vraie, puisque Y est égal à 75, 75 qui est différent de 25. Si je lui demande si Y est égal à X, évidemment, il va également me renvoyer la valeur faux. Alors ici, faites bien attention, dans la comparaison, il faut utiliser le double signe égal, sinon R l'interprète comme un opérateur d'assignation, et donc vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Alors, en plus des opérateurs logiques de type comparaison, R utilise des comparateurs logiques du type ensembliste, comme et, ou, pas, ou dans, qui peuvent être utilisés de la même manière pour obtenir la réponse à la question posée qui serait soit vraie, soit fausse. Alors comme dans tout langage orienté objet, R réserve certaines catégories d'objets pour stocker de l'information. Les objets dans R qui servent à stocker de l'information, à stocker des données, sont tous construits à partir d'un objet de base qui est le vecteur. En fait, R est un langage dit vectoriel. Alors, pour assembler un vecteur dans R, disons qu'on va appeler x notre vecteur, donc on va assigner une nouvelle valeur à x. Ce nouvel objet sera composé de plusieurs valeurs. Pour les intégrer dans R, on va utiliser la fonction c, et on va indiquer chaque valeur une à une, chaque morceau du vecteur, séparé par une virgule. Donc on a x qui va correspondre à un vecteur qui va commencer par le premier nombre 4, ensuite 5, ensuite 8,1, 10, 0,5 et 3. Cette fonction c, en fait, permet d'identifier chaque composante du vecteur. Toutes les composantes sont séparées par des virgules, et donc quand vous avez un nombre décimal à entrer dans une composante numérique, vous utilisez le point anglo-saxon, et pas la virgule. 8,1 s'écrit 8.1. 0,5 s'écrit 0.5. Ou 0.5, alors on va créer un deuxième vecteur, on va l'appeler y, on va lui intégrer des éléments textuels. Donc les éléments textuels toujours entre guillemets, rouge, rouge, orange, rouge, vert, voilà. Alors si je veux connaître la valeur, qu'on me rappelle la valeur de x, j'ai juste à taper x dans la console. Si je veux obtenir celle de y, j'ai juste à taper y dans la console. Alors pourquoi il est important de mettre les guillemets dans R quand on veut intégrer un élément textuel? En l'absence de guillemets, R interprétera ça comme un nom de variable, et donc ça risque de poser problème. Ce qui est important de connaître sur les vecteurs, c'est qu'ils ne peuvent contenir qu'un seul et même type d'informations. Ce sera soit des informations numériques, soit des informations textuelles. Mais vous ne pouvez pas avoir un vecteur qui contient à la fois des informations numériques et des informations textuelles. Si on en crée un, si je fais par exemple le mot rouge, virgule, le chiffre 2, j'exécute, R va choisir de transformer ce vecteur qui était composé de deux types de valeurs différentes, des valeurs textuelles entre guillemets et des valeurs numériques. Il choisit de les stocker sous la forme d'une variable qui sera textuelle, puisque la variable textuelle est celle qui intègre le plus d'informations dans la mémoire de votre ordinateur. Alors on a plusieurs types de vecteurs. Alors je vous ai dit, vous avez soit des numériques, soit des caractères. Mais parmi les numériques, vous avez plusieurs sous-types de vecteurs possibles. Et proche du format caractère, vous avez le format facteur qui permet de stocker de manière plus simple pour votre ordinateur l'information contenue dans un vecteur de caractère. Alors parmi les variables numériques,
Vous avez la plus simple de toutes les variables, c'est la variable binaire, la variable logique, qui prend la valeur soit vrai, soit faux. Alors il est assigné à la valeur vraie le nombre 1 et à la valeur faux le nombre 0. Donc finalement, quand vous avez une variable logique, même si elle est composée des mots vrai, faux derrière, vous avez un enchaînement de 1 de 0. Prenons par exemple logique 1 comme nom de variable, je lui assigne la valeur vraie, et si j'écris l'opération logique 1 plus 9, il va me renvoyer la valeur 10. Ensuite, plus compliqué, on a les vecteurs de type integer, qui sont tout simplement des vecteurs de nombres entiers. Ensuite viennent les vecteurs de type double, qui sont composés de nombres à virgule, de nombres décimaux. Et vous avez encore plus compliqué, pour une variable numérique, les vecteurs de type complexe, donc qui comprennent, comme le nom l'indique, des nombres complexes. Pour ce qui est des vecteurs qui comprennent des informations textuelles, on a les vecteurs caractères dans lesquels on va avoir les informations textuelles brutes, mais on a également la possibilité de voir, quand les éléments se répètent, l'information stockée sous la forme d'un facteur qui va coder chaque élément textuel qui se répète sous la forme d'une valeur numérique, de manière à ce que ça prenne moins de place dans la mémoire. On va en coder une, on prend notre vecteur Y, on a rouge qui intervient 3 fois, vert 2 fois, orange 1 fois. Si je veux obtenir l'ensemble des valeurs dans Y, je peux utiliser la fonction unique, et puis une façon plus simple de stocker l'information contenue dans Y, c'est de le transformer en facteur. Je crée le vecteur, l'objet Y, qui est un facteur qui est égal à Y, et j'obtiens ici, à la place de l'indication caractère, l'indication facteur, facteur comprenant 3 niveaux, orange, rouge, vert, et vous avez ici les codages correspondants. Donc rouge, c'est la deuxième valeur, on lui a attribué le nombre 2, donc on a 2 ici, ce qui correspond à rouge, 2 ici, ce qui correspond à rouge, 1 ici, ce qui correspond à orange, puis 2 ici, ce qui correspond à rouge. Enfin, on retrouve nos valeurs qu'on avait dans notre version initiale de Y. Bon, appelons Y à nouveau dans la console pour voir ce qu'il nous donne. On retrouve notre vecteur, et il nous indique également les niveaux qu'il utilise pour encoder cette information. Alors, il existe schématiquement 2 autres types d'informations qui peuvent être introduits dans des vecteurs, sans changer le type global du vecteur. C'est l'absence d'observation, ce qu'on appelle les NA, donc information not available, ou les informations N et N, not a number. En fait, ils indiquent des observations problématiques. Alors maintenant qu'on sait créer un vecteur, peut être intéressant de savoir comment on peut appeler un élément qui compose ce vecteur. Peut-être qu'on voudrait faire une opération sur le deuxième élément du vecteur x. Alors pour obtenir le deuxième élément du vecteur x, je vais écrire x, suivi de crochet, et je vais lui dire que je veux le deuxième élément de x, en indiquant 2 dans le crochet. Je retrouve mon deuxième élément de x, qui est 5. Je peux faire une opération, donc le deuxième élément de x, je le veux multiplié par 6, et j'obtiens mes 30, puisque 5 fois 6, ça nous donne 30. Alors si je veux plusieurs éléments du vecteur x, par exemple, je veux le premier et le quatrième élément du vecteur x, je peux les demander un par un, donc x1, x4, il me renvoie 4 et 10, mais je peux également lui demander de me les transmettre en même temps sous la forme d'un vecteur. Je peux appeler mon vecteur x et indiquer dans le crochet un vecteur avec ma petite fonction c, dans lequel j'aurai indiqué 1 et 4. Donc toujours séparé par une virgule. On a alors bien notre vecteur composé de 2 éléments, 4 et 10. On peut également demander à R de nous renvoyer les valeurs, cette fois-ci, allant de la première à la quatrième. Donc on pourrait, sur le même modèle, indiquer dans le crochet C, entre parenthèses 1, 2, 3 et 4. Donc on obtient notre vecteur avec tous nos éléments. Alors il y a une façon plus rapide d'obtenir notre vecteur, indiquer que l'on veut les valeurs de 1, de point, à 4. Donc cette écriture, en fait, indique à R que l'on veut toutes les valeurs entières entre 1 et 4. Et on obtient le même résultat.
Voilà pour l'élément de base, le vecteur. Alors évidemment, si le vecteur est un élément de base, ça veut dire que à partir de lui, on va pouvoir construire des objets de stockage de données plus compliqués. Là, en termes de complexité, celui qui va arriver juste après le vecteur, c'est ce qu'on appelle des matrices. Donc une matrice, c'est un assemblage de vecteurs de même taille et de même type. Donc, considérons un nouveau vecteur que l'on va appeler A. Dans ce vecteur, on aura tout simplement un dénombrement de 1 à 6. Ce vecteur, on va l'assembler avec X pour créer une matrice qu'on va appeler grand A. Donc j'assigne le nom à la matrice, le nom à l'objet que je vais créer, grand A, et je vais assembler mes vecteurs. Alors, je vais les assembler sous la forme de 2 colonnes juxtaposées. Pour ce faire, j'utilise la fonction cbind, donc C pour colonne, bind pour juxtaposer. Donc j'ai un nouvel objet, grand A, qui est de type numérique. Cet objet est composé de 6 lignes pour 2 colonnes. Visualisons l'objet dans la console. Grand A, on a une première colonne X, où on a toutes les valeurs de X et toutes les valeurs de A. Alors, il y a d'autres manières de créer des matrices. Vous pouvez également créer le même type de matrice en juxtaposant cette fois-ci sous la forme de lignes, donc ligne row en anglais, donc rbind. Vous obtenez une matrice qui est juste renversée par rapport à celle que vous aviez eue précédemment. Alors, comment navigue-t-on au sein d'une matrice? C'est pas très compliqué, c'est le même principe que pour un vecteur. Donc vous tapez le nom de la matrice en grand A et vous indiquez entre crochets la position de l'élément que vous voulez obtenir dans la matrice. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence par indiquer le numéro de ligne, puis après le numéro de colonne. Donc si je veux obtenir le troisième élément de la première ligne, je vais indiquer 1,3 et je vais obtenir mes 8,1. Si je veux obtenir le dernier élément de la deuxième ligne, même chose, j'indique 2 pour indiquer que je travaille sur la ligne 2 de ma matrice, et 6 pour m'indiquer que je prends le sixième élément de la ligne 2 de la matrice. Alors vous allez me dire, obtenir un seul élément dans une matrice, c'est pas forcément toujours très intéressant. Ce qu'on pourrait préférer, c'est obtenir toute une ligne ou toute une colonne. Je peux tout simplement, si je veux avoir toute la ligne 1 tapée dans mon crochet 1, sans indiquer de numéro de colonne, et il m'envoie toute ma ligne 1. Si je veux, par exemple, toute ma troisième colonne, je commence à l'intérieur de ma parenthèse par ma virgule, et j'indique ma troisième colonne. Et donc je peux voyager dans mes colonnes, dans mes lignes, de la même manière que dans mes vecteurs. Par exemple, je veux les 3 premiers éléments de ma ligne 1, j'indique dans le crochet 1, 1, 2.3, il va aller me chercher sur ma première ligne l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, puisque 1, 2.3, ça veut dire 1, 2, 3. Voilà pour les matrices. Après les matrices, en termes de degré de complexité, vient ce qu'on appelle les arrays. Les arrays sont très proches des matrices dans la mesure où ils sont des formes de stockage de données qui intègrent plus de 2 dimensions. Le vecteur est en une dimension, la matrice est en 2 dimensions, l'array peut être en plus de 2 dimensions. Alors la forme d'array la plus fréquemment utilisée est tout simplement un empilement de matrices. Évidemment, ces matrices empilées sont toutes de même type et de même taille. Alors pour illustrer ça, on va créer une array en empilant 2 matrices, notre matrice A et une matrice B qu'on va créer maintenant, qui aura les mêmes dimensions et qui sera du même type. Ce sera également une matrice numérique. Donc pour créer ma matrice B, j'assigne à B le résultat de la fonction matrix. Alors dans cette fonction matrix, je commence par dire les valeurs qui vont être enchaînées dans la matrice. Pour qu'elles soient de même taille que la matrice A, il me faut 12 valeurs, puisque la matrice A, c'est 2 lignes et 6 colonnes. Et donc je vais lui demander de me mettre dans la matrice des valeurs qui vont de 20 à 31. Alors je veux également que le nombre de colonnes, ce soit 6. J'ai pas besoin de préciser le nombre de lignes, il a 12 valeurs articulées, il sait qu'il doit mettre 6 colonnes, il va nécessairement me mettre 2 lignes. Par défaut, ces valeurs sont enchaînées par colonne. Si je veux qu'il fasse le contraire,
qui les enchaîne par ligne, j'ai juste à lui indiquer by row true. Ici, ça n'a pas d'importance. Alors, je peux appeler dans ma console la matrice. Vous voyez, notre nouvelle matrice. On a des valeurs qui vont de 20 à 31, qui sont articulées par colonne. Alors maintenant que j'ai ma deuxième matrice qui est prête, je vais pouvoir créer mon arrêt. Je vais l'appeler AR, et je vais rentrer la fonction arrêt, lui indiquer les données. Alors ces données, ça va être à la fois la matrice A et la matrice B. Je vais indiquer les dimensions de mon objet, 2 lignes, 6 colonnes et 2 matrices. Mon objet arrêt est créé. Alors vous voyez, dans l'environnement, il apparaît avec les vecteurs. C'est tout simplement qu'on ne peut pas avoir un aperçu avec le viewer de RStudio de l'arrêt. Voyons à quoi ça ressemble dans la console. Appelons AR. Vous voyez, vous avez deux éléments, notre première matrice, notre matrice A, qui est ici, et le deuxième élément, notre matrice B, qu'on retrouve ici. À chaque fois, vous avez indication de ce qu'il faut mettre dans le crochet pour obtenir l'élément visé. Par exemple, si vous voulez uniquement la deuxième matrice, si vous voulez uniquement B, vous indiquez AR entre crochets virgule virgule 2 et vous obtenez uniquement la deuxième matrice. Si vous voulez par exemple le deuxième élément ou le troisième élément de la première ligne de la matrice 2, vous indiquez ligne 1, 2 et 3 et vous avez vos deux éléments 22 et 24. De la même manière que pour les matrices, pour obtenir une dimension complète de l'objet, il suffit de mettre une virgule sans rien indiquer. Alors vous pouvez avoir des arrêts à plus que 3 dimensions. Dans ce cas-là, ce sont des empilements de arrêts à X dimensions. Toujours faut-il que ces arrêts soient également de même type et de même dimension. Voilà pour les arrêts, ces objets qui permettent de compiler des matrices ou des arrêts de même type et de même dimension. Passons maintenant à un objet moins restrictif, ce qu'on appelle les listes. La liste, c'est simplement un assemblage d'objets stockant des données de type ou de taille qui peuvent être différents. En fait, on peut rassembler dans une liste n'importe quel type d'objet stockant des données, quel que soit son type ou sa taille. Ce qui fait de la liste le mode de stockage de données le plus flexible que l'on a dans R. Créons une liste. Alors, pour créer une liste, on va utiliser la fonction list. On va l'appeler li, et dans cette liste, on va réunir nos deux matrices A et B, notre arrêt, notre vecteur oiseau et notre vecteur caractère W. Si j'appelle ma liste dans ma console, je vois indiquer en premier des doubles crochets avec un numéro. Donc, dans mon double crochet avec le numéro 1, on retrouve ma matrice A. Le double crochet avec mon numéro 2, je retrouve ma matrice 2, et ainsi de suite. Alors, c'est une possibilité. Il y en a une autre qui est aussi intéressante, c'est celle d'attribuer des noms à chacun des objets qui composent la liste. Pour ça, je vais utiliser un opérateur d'assignation. Par exemple, pour A, je vais l'appeler matrice 1, opérateur d'assignation égale. Pour B, je vais mettre matrice 2. Pour l'arrêt, je vais l'appeler arrêt. Pour oiseau, je vais l'appeler vect 1. Et pour W, je vais l'appeler vect 2. Validons ces changements et appelons la liste dans la console. Donc vous voyez, à la place des doubles crochets avec le numéro d'attribution de l'objet, vous avez son nom qui est rappelé précédé d'un dollar. Alors comme pour les arrêts, je vais pouvoir me servir de ces deux éléments, le double crochet et le numéro, et le nom attribué pour appeler l'élément composant la liste ou un élément faisant partie de ce composant. Alors commençons par quelque chose de classique. Je vais demander à R de m'afficher dans la console le troisième élément de ma liste. Il me le donne. L'autre possibilité, c'est d'appeler l'arrêt par son nom. Donc, je peux faire li, le nom de la liste, $, le nom de mon troisième objet, donc le nom de mon arrêt, et il va me donner la même chose. On va faire un peu de ménage, de la place. Alors je peux naviguer dans l'objet sans difficulté. Alors si je veux un élément particulier de cet arrêt, donc je peux appeler le nom avec le $. Je pourrais très bien utiliser les doubles crochets avec le numéro de l'élément de la liste.
j'ouvre mon crochet comme dans une arrêt classique, et je lui demande par exemple de m'afficher les colonnes 3 de mes deux matrices qui composent l'arrêt. Je vais prendre tous les éléments en ligne, donc je mets rien et je mets la virgule. Je veux la troisième colonne, donc en colonne je mets 3. Et pour ce qui est de la désignation de la troisième dimension, la désignation des matrices dans lesquelles la recherche va être faite, je fais de 1 à 2. Donc faisons la même chose avec un vecteur. Donc, je vais aller chercher un vecteur dans ma liste. Donc, li. Je vais utiliser le nom du vecteur. Donc, je vais prendre vect2 et puis je vais lui demander de me donner le cinquième élément. Alors, comme un vecteur c'est quelque chose en une seule dimension, j'ai juste à indiquer 5 entre crochets. Si on avait une matrice, il aurait fallu indiquer le numéro de ligne, enfin une information quant aux lignes qu'on veut extraire, et une information quant aux colonnes que l'on veut extraire. Allons-y. À la place d'écrire $vec2, j'aurais pu utiliser la notation avec les doubles crochets en indiquant que je veux quelque chose qui se trouve dans le cinquième objet de la liste, vect2, et à l'intérieur de cet objet, je vais utiliser les crochets pour obtenir le cinquième élément. J'obtiens le même résultat avec ces deux syntaxes. Alors je vous conseille, si possible, pour vous s'y retrouver plus facilement dans ces objets, d'attribuer des noms. Le dernier type d'objet destiné à stocker des données que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la data frame. Alors ce type d'objet, c'est celui qu'on va le plus utiliser dans le cadre de ce cours, c'est celui qui va reprendre les différentes bases de données exploitables directement pour réaliser un graphe. Alors en fait, une data frame, c'est un assemblage de vecteurs de même taille, mais qui peut être de types différents. On est ici à l'intersection entre la matrice, l'assemblage de vecteurs de même taille et de même type, et la liste qui permet d'assembler des objets de tout type. Concernant le mode de fonctionnement de la data frame, donc la possibilité d'aller chercher des éléments au sein d'une data frame, on retrouve le même mode de fonctionnement que l'on vient de voir avec les listes. Prenons un exemple, créons une data frame. Alors on va créer une data frame à partir d'un jeu de données qui est déjà préinstallé dans R. Il y a comme ça une série de jeux de données qui vous permettent de pratiquer les différentes fonctionnalités sans avoir à aller chercher sur Internet ou ailleurs des données. On va appeler la data frame date et on va dire que date est égal au jeu de données mtcar et vous avez votre data frame qui apparaît dans votre environnement. Alors, vous pouvez regarder ce qu'elle contient donc, en cliquant sur cet élément. Donc on a différents modèles de voitures, leur consommation, leur cylindrée, etc. On a différentes variables pour différents modèles de voitures. Alors notez que le nom du modèle de la voiture se retrouve ici sur le côté, c'est-à-dire que ce n'est pas une variable, mais c'est ce qu'on appelle le nom des lignes. Alors pour obtenir un élément quelconque dans cette data frame, je peux utiliser l'adressage comme pour une matrice. Donc si je veux la valeur qui se trouve la première case, donc c'est-à-dire première ligne, première colonne, j'ai juste à taper date, entre crochets, première ligne, virgule, première colonne. Une autre possibilité, c'est d'utiliser, comme dans le cadre de la liste, $ plus le nom de la variable, et puis indication, dans le vecteur correspondant à la variable, du numéro d'élément que je veux obtenir. Si j'ai demandé là dans la variable sil, le premier élément. Alors bien sûr, je peux également demander l'entièreté de la variable sil, par exemple, pour l'entièreté d'une variable. Il suffit de mettre $ et son nom après le nom de la data frame. Voilà, on a toutes les valeurs de la variable sil. Je peux demander une partie de ces valeurs, je peux demander les 4 premières, je demande les 5 premières valeurs avec cette syntaxe. Alors bien sûr, je peux le faire aussi avec la syntaxe propre aux matrices, sans le nom de la variable. Alors une autre possibilité, c'est de demander par exemple à R de m'afficher les cylindrées de tous les véhicules qui ont une consommation inférieure à 20 mpg. Donc, dans ce cas-là, je lui indique date mpg inférieur à 20. Donc j'obtiendrai ma liste de cylindrées pour les éléments inférieurs à 20. Alors, ce serait plus intéressant d'avoir le nom des véhicules plutôt que leur cylindrée. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable dans le cadre de la data frame, variable qu'on va appeler nom.
Alors pour créer une variable dans ma data frame, je vais indiquer le nom de la data frame, le nom de la nouvelle variable, et je vais assigner une valeur à ce nom de la nouvelle variable. Je vais prendre comme valeur rowNames de date, le nom des lignes de la data frame. Alors, regardons notre data frame, on voit qu'il y a une variable en plus. Et si on va dans le viewer, on retrouve le nom des différents véhicules. Ça, c'est la syntaxe classique de R pour créer une variable dans une data frame. Alors, on va redemander à R les noms des différents véhicules pour lesquels la consommation est inférieure à 20. Voilà, on a la liste de ces véhicules. Donc voilà pour les data frames. On va y revenir de très nombreuses fois dans le cadre de ce cours. Encore une fois, la data frame, c'est l'objet central de stockage des données pour traitement dans R. Alors, pour se rappeler de cette articulation entre les différents modes de stockage de données, il y a un schéma qui est très utile. C'est celui proposé par Gaurav Tiwari, où on a ces espèces de briques qui correspondent à des données. Dans un vecteur, on a les briques qui s'articulent sur une seule dimension. Avec les matrices, on voit que ces vecteurs se combinent en ligne et en colonne. Donc on a des données qui s'articulent en ligne et en colonne, en 2 dimensions. On voit que dans les arrays, on a plus que 2 dimensions. Ici, on a 3 dimensions, puisqu'on a des arrays qui sont des empilements de matrices. Alors, on a vu qu'on avait les arrays qui pouvaient être plus que des empilements de matrices, des empilements d'arrays, mais on va se limiter aux empilements de matrices, qui sont plus faciles à appréhender. Ensuite viennent les data frames, où on a des vecteurs qui s'enchaînent, comme dans une matrice, en verticale ou en horizontale, et on voit que ces vecteurs, représentés par des séries de cubes empilés, sont de différentes couleurs, ce qui veut dire qu'ils sont potentiellement de différents types. Et pour les listes, on a toutes sortes de choses qui sont des vecteurs, des matrices, des arrays, des data frames, qui peuvent tous être de types différents et de tables différents. Maintenant que nous avons vu les objets destinés à stocker les données dans R, nous allons nous intéresser aux fonctions. Les fonctions, ce sont des commandes qui permettent de réaliser des traitements automatisés. On en a déjà utilisé quelques-unes, notamment RONAME qui renvoie les noms des différentes lignes d'un objet qui doit nécessairement contenir au minimum 2 dimensions. Alors ces fonctions, on les appelle en utilisant leur nom, rowName par exemple, qui est immédiatement suivi d'une parenthèse, et cette parenthèse, elle va contenir l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution de la fonction, et ces différentes informations vont être séparées par des virgules s'il y en a plusieurs. Alors, il y a souvent une information principale et des options qui permettent de compléter l'action de la fonction. Alors, pour obtenir des informations sur une fonction, on peut recourir à l'aide de RStudio. Une manière d'accéder à cette aide, à partir de la console, c'est tout simplement de taper point d'interrogation suivi du nom de la fonction. Donc, par exemple, je vais demander à obtenir l'aide concernant la fonction min. Je tape point d'interrogation min et j'obtiens dans la fenêtre consacrée à l'aide le descriptif de la fonction min avec les différentes options, les différents arguments qui la composent, avec un argument principal qui est le vecteur sur lequel va être calculée la moyenne, puis un certain nombre d'options qui viennent compléter le traitement qui sera appliqué à l'objet principal sur lequel le calcul va être effectué. Pour un petit exemple, on va recréer un vecteur x, on va lui faire intégrer un certain nombre d'éléments, on va aller de 5 à 9, lui ajouter une observation manquante, puis deux valeurs, 23 et 52. Calculons la moyenne sur ce vecteur, il va me renvoyer ici une erreur, plus précisément il va me dire que on est face à une valeur manquante. Alors heureusement, les créateurs de la fonction ont prévu quelque chose, et on va retrouver ce quelque chose dans beaucoup d'autres fonctions, c'est l'option ena.rm qui demande à R d'effectuer le calcul prévu par la fonction sur toutes les valeurs du vecteur, sauf les valeurs qui sont marquées par un ena pour valeur manquante. Et j'obtiens ma moyenne, ici 15,71,429. Autre possibilité intéressante avec R concernant les fonctions, comme R est un logiciel open source, on peut accéder au code qui a permis de créer la fonction.
Alors pour illustrer ça, on va prendre une fonction qui fait partie du tidyverse, sur laquelle on reviendra. Prenons la fonction filter. La fonction filter, elle permet de sélectionner une partie d'une data frame en fonction d'une condition qui est indiquée comme argument de la fonction. Plein de choses qui apparaissent, en fait c'est tout le programme qui construit notre fonction filter. Alors maintenant qu'on a rappelé quelques généralités concernant les fonctions, intéressons-nous à la syntaxe de base de R. La syntaxe de base dans R est une syntaxe empilée, c'est-à-dire que les commandes vont s'articuler autour de l'objet sur lequel elles vont être appliquées. Alors prenons un exemple de syntaxe un petit peu plus compliqué que le fait de passer une commande à la fois. Disons qu'on va demander à R d'écrire quelque chose qui est le couplage entre le vecteur Y et la taille du vecteur X. Alors on voit ce que ça nous renvoie. Donc on a chaque élément du vecteur auquel on a ajouté la taille du vecteur X. Alors comment R exécute ça? Il va commencer par déterminer la taille du vecteur X, puis il va accoler dans un texte la taille du vecteur X avec le contenu du vecteur Y. Donc on a une syntaxe empilée qui peut être parfois un petit peu compliquée à lire, puisqu'il faut aller rechercher l'élément central de chaque phrase pour voir comment R va exécuter les choses. Alors cette syntaxe est un petit peu compliquée à lire. Heureusement, il existe une forme d'aide que l'on peut déclencher dans RStudio. Il suffit d'aller dans Tool, Global Option, Code, Display et de cocher la case Rainbow Parenthesis. Et vous voyez, vous avez eu un petit changement dans votre présentation, puisque vous avez une couleur différente pour les parenthèses de chaque commande. Autre possibilité, c'est d'utiliser l'opérateur pipe. À la place de mettre les éléments de votre phrase les uns dans les autres, vous allez les juxtaposer grâce à l'opérateur pipe. Alors cet opérateur, il va prendre l'objet que vous lui indiquez devant, et il va l'injecter comme premier argument dans la commande que vous lui indiquez après. Il y a deux types d'opérateurs pipe qui sont disponibles dans R. Le hold pipe, qui fait partie du package tidyverse, qu'on va beaucoup utiliser. Vous verrez plus tard comment installer ces séries de programmes. Je vais appeler le tidyverse dans mon environnement de travail. Une fois que c'est chargé, je vais pouvoir utiliser mon hold pipe. Faisons-le pour notre petite phrase. Mon premier argument, c'est X. Je vais indiquer all pipe. Donc le all pipe, c'est pourcentage supérieur ou égal pourcentage, length. Voilà mon premier argument de la petite phrase. Il me renvoie bien la valeur 8. Pour aller vite, pour inscrire le all pipe dans votre programme, il y a un raccourci clavier, c'est CTRL SHIFT M. Je vais intégrer ça dans ma phrase, past, Y. Donc ici, il me présente le même type de résultat, mais à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il en renvoie length X dans past comme premier argument, puisque pipe renvoie ce qui précède en premier argument dans ce qui suit. Une autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le new pipe, qui a été intégré dans la version de R qui est sortie durant l'été 2021. Alors, ce new pipe prend la forme d'une pointe de flèche que vous obtenez en intégrant la barre verticale et le supérieur à. Quelle est la différence entre le hold pipe et new pipe? Le new pipe, normalement, serait plus rapide puisqu'il est intégré dans la version de base de R. Si vous voulez utiliser le new pipe, vous pouvez demander à RStudio qu'il considère le raccourci clavier pour le hold pipe comme étant celui pour le new pipe. Donc encore une fois, vous allez dans Tool, Global Option, Code, et vous cliquez sur Use Native Pipe Operator. Et dans ce cas-là, quand vous tapez CTRL-SHIFT-M, vous obtenez le new pipe à la place du old pipe. Donc un autre élément intéressant de R, c'est qu'il est possible de créer ses propres fonctions. Donc pour cela, la syntaxe pas très compliquée. Vous tapez le nom de la fonction que vous voulez créer. Enfin, je vais l'appeler add length.
On va créer une fonction qui permet d'ajouter à chaque item du vecteur qu'on sélectionne la taille du vecteur en question. Le nom de la fonction, ici j'ai choisi addLength. Un opérateur d'assignation, vous lui assignez quelque chose qui est une fonction. Dans la fonction, vous indiquez les arguments. Donc je vais mettre x, l'argument, ça va être le vecteur sur lequel je vais réaliser l'opération. Puis vous ouvrez les accolades, et dans les accolades, vous allez taper le traitement que vous voulez réaliser avec votre nouvelle fonction. Moi je veux qu'il crée un vecteur y. Ce vecteur y va comprendre la taille du vecteur x. Il va stocker cette valeur, et on va lui demander d'utiliser cette valeur pour créer un vecteur w, qui est tout simplement la juxtaposition de x et de la taille de x, c'est-à-dire y. On va lui demander, à la fin de la fonction, de nous renvoyer w. J'exécute mon assignation, je sélectionne ma fonction, je l'envoie. Dans mon environnement, je vois que ma fonction apparaît. Je peux l'utiliser. Si je tape addLength, et que je mets par exemple le vecteur oiseau, j'obtiens coucou 1. Voilà pour la création de fonctions utilisateurs. Ceci étant vu, l'une des plus grandes richesses de R, c'est finalement sa communauté de développeurs. Alors cette communauté, bien sûr, participe à la création du programme libre R en lui-même, mais elle participe également à l'enrichir au travers de la création de séries de fonctions regroupées dans ce qu'on appelle des packages, qui sont librement téléchargeables et installables par les utilisateurs. On va utiliser beaucoup de packages différents. Celui qu'on va utiliser le plus, c'est celui qu'on vient d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le tidyverse. Alors, lorsque vous découvrez un package qui vous intéresse, pour l'installer, c'est pas très compliqué. Si il est sur le répertoire des packages de R classique, on appelle le cran, tapez la commande install package, puis le nom du package, par exemple tidyverse. Si vous ne l'avez pas installé, je vous encourage à le faire maintenant. Alors moi, il est déjà installé. Et une fois que le package est installé, une fois que l'installation est terminée, vous voyez le package apparaître dans votre liste de packages. Une fois que le package est installé, pour pouvoir l'utiliser, il faut recourir à la commande library avec le nom du package comme argument, ce qui va permettre à R de charger dans sa mémoire active les différentes fonctions qui composent le package en question. Régulièrement, il faudra mettre à jour les packages pour être sûr d'avoir la dernière version débuggée des fonctions qu'ils contiennent. Cliquez sur Update assez régulièrement pour voir toutes les fonctions qui sont à mettre à jour. Donc voilà qui conclut notre tour d'horizon du langage R. Dans les prochaines sessions, nous verrons comment importer des données dans R, comment manipuler ces données à partir du tidyverse, et enfin, nous verrons comment, à partir du tidyverse, à partir du package ggplot2, réaliser des graphes de qualité professionnelle.